Nous sommes à Paris. À 26 ans, Sandy est généalogiste associée dans une importante étude de généalogie successorale en France. Bonjour. Bonjour. Bien et toi? Son travail consiste à rechercher des héritiers introuvables par le notaire dans le cadre de succession. Depuis plusieurs mois, Sandy travaille sur un dossier bien difficile à résoudre. Alors ce dossier, il concerne un ressortissant allemand qui aurait vécu à Paris 12e et qui serait décédé dans le 91 en 2009. En plus de ces informations données par le notaire, j'ai un testament holographe dans lequel ce ressortissant allemand lèguerait la totalité de ses biens à son fils. Le problème dans cette succession, c'est qu'on dispose de très peu d'informations concernant l'héritier. Le nom du défunt ne correspond pas à celui de son fils et son fils doit demeurer à l'île Maurice, mais l'adresse citée dans le testament ne correspond à rien. D'après le notaire, ce mystérieux héritier serait un enfant adoptif. Quant au patrimoine du défunt, il pourrait être constitué de l'appartement à Paris ainsi que d'une villa en Espagne. Des informations encore à vérifier. Pour l'aider dans ses recherches, Sandy peut compter sur deux collègues, Pascal et Hervé. Lorsqu'elle leur a montré le testament il y a quelques mois, ils ont tout de suite compris que la tâche serait difficile. Nous sommes en présence d'un défunt d'origine allemande, célibataire, décédé en France, certes, mais célibataire, donc peu de pistes pour suivre son parcours, retracer sa vie. C'est pas évident. Un dossier comme ça, on a peu de pistes ou au contraire, énormément de pistes à explorer. Aujourd'hui, on ne sait donc ni où trouver l'héritier, ni de quoi est vraiment composée la succession. Il y a 3 mois, c'est sur ordinateur que les recherches ont démarré. Dans cette pièce, l'étude dispose d'une base de données informatisée regroupant des millions de fiches. Ça, c'est un fichier qui couvre la fin du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e. On y trouve des publications de mariage, des listes électorales, des fiches de décès, des faire-part de décès. On pourrait y trouver un membre de la famille du défunt qui puisse nous orienter ensuite sur la suite des recherches. Malheureusement pour Sandy, ni le défunt ni aucun membre de sa famille ne figure dans la base de données. Alors les recherches concrètement sur ce fichier n'ont rien donné. Les demandes auprès des ambassades et des consulats français et allemands à l'île Maurice n'ont pas abouti non plus. Par conséquent, on arrive un peu en bout de course pour ce genre de recherche administrative. Alors là, on va essayer d'explorer une nouvelle piste. On va envoyer Hervé en fait faire une enquête de terrain, c'est-à-dire de voisinage, pour voir si au domicile du défunt, on trouvera plus d'informations. C'est donc dans le 12e arrondissement que les recherches se poursuivent. Le défunt y aurait vécu ces dernières années dans cet immeuble. Avant de monter à l'appartement, Hervé se rend chez le concierge. Bonjour monsieur, je suis généalogiste. J'aurais voulu avoir quelques renseignements sur monsieur Lefchery qui a habité ici. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner quelques indications, si vous aviez connu sa famille ou s'il avait... Oui, je l'ai connu, mais pas sa famille. Pas sa famille, d'accord. Non, pas du tout. Si le concierge se souvient du défunt, il ne sait pas grand-chose à son sujet. Mais dans son registre, il retrouve tout de même le numéro de téléphone d'un homme qui pourrait l'avoir connu. Peut-être ce monsieur-là, ça me dit quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, peut-être, ouais. Ce qu'on va faire, je vais le noter dans un petit papier. Et vous l'appelez. Très bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Aussi, au revoir. Au revoir. Hervé se rend ensuite à l'appartement. Il espère y trouver un nouveau locataire qui lui en apprendrait un peu plus. J'entends rien du tout, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment personne. Je vais essayer de frapper à d'autres portes du palier. Malheureusement, en plein après-midi, Hervé n'a pas plus de chance. Ça m'a l'air désert, j'entends une porte qui vient de s'ouvrir, je vais aller voir. Bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, je suis généalogiste de l'étude Maillard. Je me permettais de vous demander si vous aviez connu monsieur Irlef. Je fais une enquête de voisinage pour savoir si vous aviez connu, si vous saviez s'il avait de la famille. Non. Non. Je crois qu'il a... Il avait un frère. Il avait un frère, mais je crois qu'il frère. Oui. Mais il est mort avant Il est mort avant lui. On voulait savoir s'il n'avait pas eu des enfants naturels. Parce que comme il est resté célibataire toute sa vie. Toute sa vie. Et est-ce que vous avez entendu parler d'un fils adoptif? Non plus. Non plus. Non plus. Ça vous dit rien. D'après ses voisins, le défunt n'aurait ni enfant ni famille connue. Pourtant, dans son testament, c'est bien à son fils qu'il lègue l'ensemble de ses biens. Pour le moment, le mystère reste entier, mais Hervé va tout de même obtenir quelques renseignements supplémentaires.
je sais qu'il y a un bien immobilier en Espagne, il y a un bien immobilier à Voilà, Paris, Oui, c'est oui, ça. c'est ça qu'elle m'a raconté. Voilà, c'est ça. Il m'a Donc raconté, on oui. est en train de vérifier si tout ça est vrai et puis savoir quels étaient. Et l'appartement où il habitait, il était à lui ou il était Il était locataire? à lui. Il était à lui, d'accord. D'accord, merci. Au revoir madame. Une confirmation importante qui devra tout de même être vérifiée par le notaire. Hervé n'en apprendra pas plus aujourd'hui. Après plusieurs mois d'enquêtes infructueuses, Sandy tiendrait-elle enfin une piste? Ça, c'est intéressant par contre. Ce coup de téléphone leur permettra-t-il de remonter la piste de l'héritier? Affaire à suivre. Nous sommes à Dunkerque, dans le nord de la France. À 68 ans, Yannick est confronté à une terrible histoire familiale. C'est là où j'habite, dans un petit appartement de 50 mètres carrés, alors que j'ai 170 mètres carrés de l'autre côté que je ne peux pas utiliser. La maison que Yannick ne peut habiter est aujourd'hui au cœur d'un litige avec sa belle-mère et sa demi-sœur. Lorsque Yannick a 20 ans, son père quitte le foyer familial. Au fil des ans, ils se perdent de vue, mais ce père absent n'oublie pas sa fille. En 83, ça faisait déjà 2 ans qu'on n'avait plus de contact. J'étais à Cambrai et il m'a quand même fait la donation de cette maison. Donc il devait s'inquiéter quand même de notre devenir. S'il cherche à être équitable, c'est qu'entre-temps, son père a eu une autre fille. Lorsqu'il décède en 1998, c'est entre elles, Yannick et sa dernière épouse, qu'il répartit ses biens. Ça, c'est un testament qui donne à ma demi-sœur l'appartement de Narbonne-Plage. Sa demi-sœur hérite donc d'un appartement dans le sud de la France et Yannick de la maison de Dunkerque. Pourtant, lorsqu'elle reçoit le projet de partage du notaire en charge de la succession, il y a un hic. Le problème, c'est que pour le notaire, il n'y a que ma maison. Pas la maison de ma sœur et pas la maison de Narbonne n'existe pas, l'appartement de Narbonne n'existe pas. Yannick ne croit pas en cette mystérieuse disparition. Étrangement, quand elle demande des explications au notaire, elle n'en obtient jamais. En revanche, sa sœur lui réclame désormais une part de la maison de Dunkerque. Yannick refuse, la succession est bloquée. Avec sa fille Nathalie, Yannick se rend à la fameuse maison qu'elle a reçue en héritage. Tu vas voir à la maison les arbres, ça a poussé. Cette maison, Yannick y a passé près de 40 ans. Il y a 6 ans, ne pouvant plus l'assumer financièrement, elle déménage. Yannick veut vendre, mais impossible tant que la succession n'est pas réglée. Inhabitée et non entretenue, la maison tombe en ruine. Aujourd'hui, elle serait même visitée par des squatteurs. Ils ont tout vandalisé, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, Yannick ne vient que très rarement ici. Quant à sa fille Nathalie, si elle y a passé toute sa jeunesse, elle n'est pas revenue depuis plusieurs années. Ah ouais, les publicités, ok. Ah oui, ça fait pas très habité, hein. Allez, tu avances? Oui, bah vas-y, j'y vais. Allez. Faut lever les pieds, hein. Voilà, tu vois, ils ont cassé de la vaisselle. Et regarde, il a joué aux fléchettes. Oh là là. Non, mais... Ouais, ok. La maison est un véritable champ de bataille. Du sol au plafond, tout est entièrement dévasté. Attention, hein, on met les pieds... C'est bien, on passe à travers les portes. Oui, passe muraille. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui pendouille? Le toit. Ah ouais, donc là on voit le ciel. C'est un ciel oui. ouvert. Il fallait quand même entretenir plus que ça. J'avais pas de quoi entretenir plus que ça, quoi. Pour Yannick, aujourd'hui, c'est l'impasse. Elle ne sait comment se sortir de cette situation. Là, je suis coincée, quoi. Je suis vraiment bien coincée parce qu'elle est dans un état épouvantable. Et quand je demande au notaire qui doit être en charge de la succession, je n'ai jamais de réponse. Ça fait 12 ans que je n'ai pas de réponse et que personne n'arrive à avoir ces réponses. Pour Nathalie, la situation de sa mère est trop insupportable et sa tristesse devant l'état de délabrement de la maison trop grande. Dans les bras l'une de l'autre, les deux femmes craquent. Oui, ça fait plaisir. C'est les nerfs. C'est les nerfs. Ces murs-là, c'est un petit peu notre famille, quoi. Je veux dire, s'ils pouvaient parler, ils raconteraient des trucs. Ils raconteraient tout. Et tout ça compressé,
C'est émouvant, voilà. Et le sort semble s'acharner. En décembre 2010, la mairie de Dunkerque fait apposer sur la façade de la maison un avis d'abandon manifeste. Si d'ici 6 mois, Yannick n'a pas entrepris de travaux de rénovation, elle sera expropriée. Attendu que je n'ai pas pu vendre cette maison parce qu'il y a toujours ce problème d'héritage dû au mutisme d'un notaire quand même, et ben voilà, maintenant elle est frappée d'un état de péril, quoi, et elle va revenir à la municipalité. Si je ne trouve pas une solution d'ici là. Dans le désordre ambiant, mère et fille ont tout de même pu sauver quelques objets du passé. Désormais, Yannick le sait, le temps est compté. La succession doit se régler au plus vite. Mais après 12 années sans réponse, comment va-t-elle s'y prendre pour débloquer une telle situation? Elle est courageuse et c'est une battante. Vous allez voir que pour faire valoir son droit à cet héritage, Yannick va livrer toutes ses forces dans un combat acharné. Dans la vallée de la Bourbre, au cœur de l'Isère, le comte Aymar de Virieu est issu d'une ancienne famille de la noblesse dauphinoise. En 2006, peu de temps avant sa mort, son oncle Jacques de Virieu fait de lui l'unique légataire de ce château, le château de Pupetière. C'est un superbe cadeau, c'est magnifique, et puis c'est un endroit que j'adore. Moi, c'est toute mon enfance, je l'ai passé ici. Aymar travaille comme administrateur dans une abbaye classée monument historique. Il est donc l'héritier idéal pour son oncle qui n'a pas eu d'enfant. J'ai été choisi parmi un certain nombre de neveux pour succéder, pour reprendre cette maison. Donc il m'a fait confiance, quelque part. Donc c'est vrai que je lui en suis d'une grande reconnaissance. Et ça, je n'oublierai jamais. Car le château de Pupetière a été construit par sa famille il y a 8 siècles. Véritable chef-d'œuvre, son architecture est notamment mise en valeur par ses tuiles de 23 couleurs différentes. Un héritage d'une valeur inestimable pour Aymar qui a grandi ici jusqu'à l'âge de 10 ans. Quand on était enfant, on se réunissait tous ici. Donc tous les étés, on se retrouvait avec les cousins, les cousines, les tantes, les oncles. Il y avait véritablement une vie de famille, ce qu'on appelle la vie de famille. Donc pour moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Et je suis très attaché. De somptueuses tapisseries, une magnifique bibliothèque en bois, une grande salle à manger ou encore un majestueux salon de 150 mètres carrés. Au total, le château compte 43 pièces. Et au 2e étage se cache un lieu chargé d'émotions pour Aymar. C'est une chapelle qui est totalement consacrée, hein, donc on peut très bien y célébrer des messes, des baptêmes. D'ailleurs, j'ai la chance de baptiser mon fils ici. Enfin, avoir fait baptiser mon fils pendant qu'il baptise. Hein. Aujourd'hui, Aymar est donc l'unique défenseur de ce fabuleux patrimoine, une mission qu'il prend très à cœur. Un patrimoine, quel qu'il soit, vit. Et donc, il a une vie, et cette maison a une vie. Donc, notre mission est d'essayer de la faire vivre le plus longtemps possible et que ça reste, bien sûr, dans un état tout à fait correct. Le problème, c'est qu'entretenir un château de cette taille est un véritable gouffre financier. Le revers de la médaille, c'est dimensionné à la taille du bâtiment. C'est-à-dire qu'ici, vous avez 7500 mètres carrés au sol. C'est-à-dire que vous avez 7500 problèmes de plus que quand vous avez 1 mètre carré. Par exemple, je vais vous montrer une petite anecdote. À l'époque, le next plus ultra, c'est d'avoir le chauffage à air pulsé. Le chauffage à air pulsé. Donc, ce sont comme ça des vannes. Eh bien, si je mets aujourd'hui le chauffage, l'air pulsé, on est obligé de tout chauffer, c'est 300 litres de fioul par jour. Avec 30 000 € d'impôts fonciers chaque année ou encore 10 000 € d'assurance, les frais de gestion du château sont extrêmement élevés. Et lorsqu'il en hérite, d'importants travaux s'imposent. On avait, vous voyez, des parties de peinture qui s'en allaient. Et il y avait même ici absolument plus aucun décor, parce qu'il y avait une fuite d'eau. Et donc l'eau avait raviné la totalité de ces décors. Et on a tout restauré. Un travail de restauration minutieux, car Aymar a une idée en tête. Pour assumer financièrement le château, il veut l'ouvrir au public et organiser des visites. Donc ici, c'était des garages à voitures. Donc il n'y avait pas de terrasse, il n'y avait rien. On a créé cette terrasse. Le garage à voitures va donc être entièrement réaménagé. Alors ça, c'est une pièce que nous avons faite et qui va servir comme pièce de mariage, ou pour des réceptions, ou pour des réunions, pour des choses comme ça. Et je pense que ça va plaire. Et là, vous avez donc des anciens box. Pour financer les travaux, Aymar investit toutes ses économies et contracte même un emprunt. Alors pour ici, on a quand même investi pratiquement 1 million d'euros. Et j'ai fait un emprunt de 250 000 € sur 15 ans. Et c'est les réceptions qui vont me permettre de rentabiliser ces emprunts. Voilà ce que j'ai fait. Alors j'espère que ça va marcher. Hein.
S'il garde le sourire, Aymar a donc désormais une énorme pression sur les épaules, mais il espère ainsi pouvoir préserver ce fabuleux héritage familial. Dès que je reçois un petit peu d'argent, je réinvestis tout dans le château. Donc plus il y a d'événements, mieux le château sera entretenu. Voilà. C'est tout simple. Hein. C'est simple. Enfin, pas si simple. Pas si simple en effet. Avant d'organiser des mariages au château, Aymar doit s'assurer que le site respecte bien les normes de sécurité. Une véritable source d'angoisse pour Aymar qui a encore quelques soucis à se faire. Nous sommes à Nantes, en Pays de Loire. Dans le centre-ville, Aurélie, 29 ans, retrouve sa sœur cadette Linda, 26 ans. Coucou. Ça va? Ouais. Petite dernière d'une famille recomposée, si les deux jeunes femmes ont toujours été très proches, la mort récente de leur père les a particulièrement soudées. Linda, c'est ma petite sœur. Elle représente beaucoup pour moi et elle est surtout la personne qui me raccroche et qui me rappelle le plus mon père. Donc c'est vrai que elle est super importante dans ma vie, forcément. À quelques kilomètres de Nantes, c'est dans cette maison qu'Aurélie et Linda ont passé leur enfance, au milieu d'une grande fratrie. On a grandi en fait à 5 enfants, avec les 2 enfants de notre père, le fils de notre mère et puis nous deux, les dernières. Si aujourd'hui leur mère habite seule ici, à l'époque, la petite troupe mène l'existence heureuse d'une famille unie. C'était ouvert ici et il y avait la cuisine dans le fond. Les filles, elles faisaient les crêpes, Les grandes. maman et notre sœur. Et nous, on était là devant la télé, donc elle faisait ses crêpes, elle nous les emmenait. Et il y avait nous deux et le fils de notre mère, installé là devant son cartoon. Et quand c'était fini, il fallait qu'on aille se coucher. Bon, ça, c'est des bons souvenirs aussi. Hein. Tous les dimanches, le même rituel. C'était vraiment le rituel, ouais, familial. La famille recomposée vit alors dans un climat joyeux et fraternel, mais en 2007, lorsque leur père décède brutalement d'une crise cardiaque à l'âge de 59 ans, les choses vont radicalement changer. Là, il y a eu une distinction entre les grandes et les petites, entre les grands et les petites, parce que on a été déclarés à la naissance par notre père, mais pas reconnus. Et du coup, selon la loi, on n'existe pas. À la naissance d'Aurélie et Linda, les parents sont en désaccord sur le nom de famille qu'elles porteront. Un différend conjugal que le père réglera de manière expéditive. Lorsqu'ils se rendent à la mairie déclarer leur naissance, il ne les reconnaît pas. Il y a la signature de notre père, comme quoi il nous a bien déclarés. Il a assisté à l'accouchement et il nous a déclaré. Il nous a déclarés. Par contre, on est reconnu uniquement par notre mère. Les parents sont alors loin d'imaginer la portée d'un tel geste. Quand même ils ont été informés des conséquences que ça pouvait avoir, papa a toujours dit je veux pas retourner à la mairie, c'est pas un bout de papier qui va changer notre relation. Et l'amour que je peux avoir pour mes filles, enfin voilà, vous êtes mes filles, point. Une légèreté que les deux jeunes femmes vont payer très cher. Comme à sa mort, leur père ne laisse aucun testament derrière lui, leurs demi-frères et leurs demi-sœurs vont alors en profiter sans aucune explication pour les écarter de la succession. Aurélie et Linda ne sont donc pas conviées chez le notaire. En fait, ils auraient pu, face au notaire, dire on a des sœurs aussi, et donc là, ça réglait tout le souci, sauf que volontairement, ils ne l'ont pas fait. Donc là, ils nous ont écartés. C'est à ce moment-là que ça a basculé, en fait. Leurs demi-frères et leurs demi-sœurs vont alors se partager l'héritage du père, une entreprise de transport routier à laquelle il a consacré toute sa vie. Située dans le jardin de la maison familiale, à la mort du père, elle a déménagé. Le bureau de l'entreprise était vraiment ici, là, situé là. Là, il ne reste plus que des graviers parce que tout a été cassé. Et il y avait tous les camions qui étaient là. À cette époque, les enfants sont déjà grands. Ils n'habitent plus la maison et se voient rarement. Et si tout le monde a conscience de la situation, lorsqu'ils se croisent, personne n'en parle. Très vite, un silence pesant s'installe. Il n'y a jamais eu de dispute ou de mots plus haut que l'autre parce qu'on savait très bien, mais lui comme nous, qu'il ne fallait pas parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui était un peu tabou et moins on en parle et mieux on se porte. Et je pense que tout le monde était un peu dans cette optique-là. Malgré l'évidence, les deux jeunes femmes n'arrivent pas à admettre cette trahison. Un beau jour, ne supportant plus les non-dits, Linda décide de briser le silence et part s'expliquer avec son demi-frère. J'étais avec maman dans la cuisine et je me suis dit, bon maintenant il faut aller en parler, il faut comprendre, il faut savoir où est-ce qu'ils en sont. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée le voir. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit clairement, droit dans les yeux, que la succession était finie. Cette fois, je ne pouvais pas me dire que ce n'était pas vrai.
J'ai pourtant, je lui ai dit, mais c'est bizarre, vous auriez pu dire au notaire qu'on était 4, puisqu'on a toujours été 4, et ça tu le sais. Et il a un peu esquivé. Un véritable coup dur pour Aurélie et Linda. Alors qu'elles sont encore meurtries par la mort de leur père, les deux jeunes femmes doivent désormais faire face à cette trahison. Moi, je t'ai vu arriver en pleurs. Oui, bon, oui. Et je me suis dit, ok, donc là, ça s'est mal passé. Et quand tu m'as raconté ça et que tu m'as dit, avec ton petit caractère, on va aller au bout parce que maintenant, on va leur montrer que c'est pas eux qui font les lois et qu'il y a des lois et il faut les respecter. Et du coup, je me suis dit, ok. Bien décidées à se battre contre une telle injustice, les deux sœurs vont d'abord devoir faire reconnaître leur filiation devant un tribunal, une épreuve cruelle. Quand moi j'ai dû aller demander « Est-ce que vous voulez bien faire une attestation pour relater que mon père est mon père ?» Mais j'ai ressenti une humiliation. Pourtant, Aurélie et Linda ne sont pas au bout de leur peine, ni de leur surprise. À Paris, retour à l'étude de généalogie. À peine arrivé ce matin, Hervé va immédiatement faire son rapport à Sandy et Monsieur Labarre. Monsieur Labarre. Tiens. Bonjour Hervé. Bonjour Sandy. Bonjour Hervé. Alors, comment ça s'est passé? Si les informations obtenues auprès des voisins leur semblent intéressantes, elles ne débouchent sur aucune piste. En revanche, le numéro de téléphone obtenu auprès du concierge retient toute leur attention. Ça, c'est intéressant par contre. Oui, je pense que c'était le dernier contact que le gardien avait. Bon, on va l'appeler, hein, Sandy. Allez, on y va. Si ce numéro de téléphone est bien celui d'un proche du défunt, il pourrait peut-être éclairer les nombreuses zones d'ombre qui entourent encore ce dossier et permettre de remonter jusqu'à ce mystérieux héritier. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Malheureusement, notre inconnu est sur répondeur. Oui, bonjour. Ce message s'adresse à monsieur. Je suis monsieur Labarre, généalogiste à Paris. Et je me permets de vous appeler parce que on m'a dit que vous auriez connu monsieur Klaus Schrie. Et j'aurais aimé pouvoir m'entretenir avec vous et savoir notamment si vous connaissiez sa famille. Je vous laisse mes coordonnées. Pour le moment, cette piste est donc à mettre entre parenthèses. Toute piste de recherche est bonne à prendre. Après, on continue quand même de travailler en parallèle et puis on verra où ça nous mènera. Après plusieurs mois de recherche, Sandy est donc suspendue à l'hypothétique rappel d'un inconnu. L'enquête piétine. Mais quelques jours plus tard, surprise, la personne a rappelé pendant notre absence. Il s'agissait bien d'un proche du défunt. Peu bavard, il a tout de même délivré une information clé sur la profession de l'homme recherché. Elle était très peu loquace, mais on a eu l'information quand même qui nous a semblé, nous, capitale, que la personne était dans la police, en tout cas avait été dans la police à Maurice. Et en effet, sur ce fichier, on retrouve un certain Nirod, un policier décoré pour bons et loyaux services en 2009 sur l'île. Grâce à ce nouvel élément, nos généalogistes se rapprochent immédiatement de la police mauricienne. Après plusieurs échanges, on a réussi à avoir les coordonnées de cette personne. Donc maintenant, on va l'appeler. À l'étude, l'agitation est palpable. Si cette personne n'est pas un homonyme, Sandy peut enfin espérer régler cette succession. Allô? Allô, monsieur Pergauche? Oui, Niro de Pergauche, oui, Niro. Niro de Pergauche, est-ce que c'est... Voilà, c'est bien ça. Oui. Je me permets de vous appeler, je suis monsieur Labarre, de l'étude à Paris. Ah, de France, ça? Oui, de France, absolument. Oui. Je me permets de vous appeler oui, je suis là-dedans. Parce que je suis généalogiste successoral et je m'occupe de succession. Vous avez été adopté, monsieur Pergauche, oui. Quel est le nom de la personne qui vous a adopté? C'est mon papa, oui. Joseph. Klaus Joseph. C'est bien cela. Oui. Cet homme au téléphone serait donc bien l'héritier. S'il est déjà au courant du décès de son père, il reste un point important à éclaircir. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Est-ce que vous savez si monsieur a adopté d'autres enfants? Non. Ça, par ma connaissance, non. Donc, à ce jour, vous êtes le seul héritier, probablement. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas un notaire, vous? Non, je ne suis pas notaire. Le notaire, c'est un notaire qui règle la succession. Mais le notaire ne vous connaît pas. Et mon cabinet, justement, travaille avec les notaires lorsqu'ils ont à régler une succession pour laquelle ils ne connaissent pas les héritiers. Comment vous avez fait pour vous retrouver? Comment j'ai fait? Ah, ça a été très difficile, monsieur Pergauche.
Pour régler la succession en son nom, Sandy doit être officiellement mandaté par le légataire. Comme il se méfie, M. Labarre va avoir une idée. Ce que je vous propose, monsieur Père Gauche, moi j'ai une équipe de collaborateurs qui sera dans l'océan Indien la semaine prochaine. À l'île Maurice? Oui, à l'île Maurice. Est-ce que vous seriez d'accord pour les recevoir? Oui, bien sûr, bien sûr. Après une enquête difficile, Sandy et Hervé vont donc s'envoler pour l'île Maurice et enfin rencontrer cet héritier. Je suis très satisfaite qu'on ait pu localiser cet héritier. Je vais tout de suite en informer le notaire afin de lui rendre un point de situation. Et puis il reste encore pas mal de travail à faire. Quelques jours plus tard, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, nous retrouvons nos deux amis sourire aux lèvres. Après plusieurs mois d'enquête, ils touchent enfin au but. On a encore 11 heures de vol, mais bon, par à l'île Maurice, départ imminent. Mais à l'île Maurice, comment l'héritier va-t-il réagir à la vue du testament? Voilà le testament. Je vous laisse le lire. Il est de la main de M. Schrift. Nirod va-t-il accepter de signer les documents? Quels autres mystères Sandy et Hervé vont-ils découvrir? Vous allez voir que nos deux généalogistes ne sont pas au bout de leur surprise. À Dunkerque, nous sommes de retour chez Yannick. À l'époque où il habite la ville, son père est un homme influent qui emploie plus de 100 personnes dans son entreprise de peinture navale. La petite famille mène alors une vie confortable. Ça, c'était les vacances qu'on passait en Italie, mon père, ma mère et moi. Donc c'était bien, quoi. Et puis, il était directeur de société. Il avait même 2 Mercedes. Une pour le dimanche et une pour la semaine, qu'il avait repeint tous les 2 de la même couleur pour pas que ça se voit. Et il avait des parts dans des sociétés, il était propriétaire d'appartements qu'il louait. C'était quelqu'un qui avait de la surface, comme on dit. Il est beau, non? En 1998, lorsqu'il décède, cela fait 17 ans que Yannick est sans nouvelles de lui. Et c'est sa demi-sœur, dont elle connaît l'existence, mais qu'elle n'a jamais rencontrée, qui lui annonce sa mort par une simple lettre. Voilà, je la lis. Madame, suite au décès de mon père... Mon père, la formule est insupportable pour Yannick. Suite au décès de mon père, bah oui, c'est aussi le mien, quoi. Donc, naturellement, mon père, je me sens exclue. Ça, c'est clair. Au moins, cela ne laisse aucun doute sur les sentiments qu'éprouve sa demi-sœur à son égard. Malgré tout, Yannick décide d'aller la rencontrer. Comme elle mettait son adresse, je suis allée à cette adresse, j'ai sonné, et elle m'a ouvert assez chaleureusement, en fait, en m'embrassant même. Et puis, j'ai demandé comment il était décédé et comment ça s'était passé, etc. Puis elle m'a raconté un petit peu, et puis voilà. Donc je l'ai vu 10 minutes dans ma vie, quoi. Désormais, leurs échanges se font uniquement par l'intermédiaire du notaire chargé de la succession. Pour Yannick, il ne peut y avoir qu'une explication à ce comportement et à la disparition de l'appartement à Narbonne dont devait hériter sa demi-sœur. Il n'y a pas à chercher bien loin. Je veux dire, il a été vendu probablement par l'héritière du bien, non? Ça me paraît logique. Quand on est héritier de quelque chose, si c'est vendu, c'est que c'est l'héritier qui l'a vendu, non? Yannick pense donc que sa demi-sœur, avec la complicité du notaire, a vendu l'appartement et empoché l'argent. Mais sans la moindre preuve, la succession reste bloquée. Chassé par ici, en biais, 1 et 2, 3 et 4. Comme la situation s'éternisait, avec sa retraite de 1 200 € et 600 € de loyer à payer, Yannick a été contrainte de reprendre une activité professionnelle. C'est parti. 2 heures par semaine, elle enseigne la danse à des seniors dans ce centre d'action sociale. Donc là, ça me donne un appoint et puis ça se développe d'année en année. Donc, mais enfin, le souci, c'est quand même j'ai 68 ans, donc je vais faire ça jusque quand? 1, 2, tcha, tcha, tcha. À son âge et dans une telle situation, on se demande parfois où Yannick trouve encore l'énergie pour se battre. Ben si j'avais pas cette énergie-là, si on est raplapla, on n'est pas professeur de danse, voilà. Attends, il faut booster. Ben oui, mais attends, je peux pas quand même tout faire, raconter ma vie, et puis danser en même temps, compter 1, 2, 3. J'ai qu'une langue. À la fin du cours, Nathalie vient chercher Yannick. Maintenant qu'elle a pris conscience de la situation de sa mère, elle est admirative devant sa détermination.
Oui, je trouve qu'elle est courageuse et volontaire et dynamique et elle se laisse pas aller. Et c'est une battante. C'est une battante. J'aimerais bien être comme elle à son âge. Pour récupérer la maison dont elle aurait dû hériter, 12 ans après le décès de son père, Yannick est plus que jamais décidé à ne pas se laisser faire. C'est quand même normal qu'un parent veuille laisser des legs à son enfant, à ses petits-enfants, et ça me paraît légitime aussi. On ne vit pas pour rien. Pour avancer dans ses démarches, Yannick a pris rendez-vous avec un nouveau notaire. Les recherches que nous avons effectuées de notre côté nous apprennent effectivement qu'il a été propriétaire sur Narbonne. Désormais, les choses sont claires. Pour garder sa maison, Yannick doit impérativement retrouver ce mystérieux appartement de Narbonne. Un vrai travail de détective commence. Début juillet à Pupetière, nous retrouvons Aymar en pleine agitation. Ce matin, il ouvre le site à la visite. Une saison qui va durer 1 mois et demi. Après les coûteux travaux réalisés au château, le comte n'a plus les moyens d'embaucher. C'est donc lui qui installe les panneaux à l'entrée du domaine. Et le château, c'est vrai qu'il se voit à peine. On voit quelques tours vernissées, mais il faut vraiment le savoir pour venir visiter, quoi. Or, il faut absolument que le public soit au rendez-vous. Et pour l'épauler, Aymar ne peut compter que sur une jeune étudiante en stage au château cet été. Alors Gaëlle, ça va? Oui, ça va, oui. Bon. Donc vous avez combien de personnes? Un adulte. Ah, une seule personne? Bon, bah écoutez... D'accord, non mais vous avez bien fait. Une seule personne, pour le moment ce n'est donc pas gagné. 30 minutes plus tard, Aymar est obligé de commencer la visite. Bien entendu, c'est lui qui fait le guide. Donc c'est grâce à ce personnage que Pupetière a été construit et que Virieu réappartient à la famille. Mais pour le moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que le public ne se bouscule pas. Ici, effectivement, notre décor. Vous avez un décor peint sur plafond, ce n'est pas du bois. Alors c'est un décor qui vient d'être restauré, qui a été restauré il y a à peu près 2 ans. Pour ces touristes, par contre, cette visite quasi privée avec les propriétaires est un véritable privilège. Je pense que du coup, il y a un investissement et une authenticité qu'on ne retrouve pas quand ce sont des guides professionnels qui présentent ça de façon un peu plus détachée. Merci, à très bientôt, au revoir. Heureusement, la chance va tourner. À peine ses premiers visiteurs partis, d'autres sont déjà là. Aymar se détend un peu et prend alors un réel plaisir à révéler les trésors que cache le château. Si vous êtes curieux, venez ici, parce que vous allez voir, tout est peint jusqu'en haut. Vous allez voir, c'est incroyable. Tous les décors, tout est peint. Le vide n'existe pas. C'est amusant hein, comme architecture. Et il y a un de Virieu qui fait le guide. La situation est cocasse, même pour Aymar. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'à cette époque-là, les cuisines étaient au sous-sol. Parce qu'il y avait quand même, à cette époque, une 50aine de personnes au service de la propriété. Aujourd'hui, je suis votre serviteur. À l'époque, on avait une 50aine de personnes. Les temps changent, les temps changent. Finalement, pendant tout l'après-midi, les visites vont s'enchaîner. Bonjour les enfants, bonjour les princesses. Aymar est aux anges, mais à 6 € l'entrée, il le sait, les visites ne seront pas suffisantes pour amortir le 1 million d'euros investi dans les travaux au château. Le plus important, c'est que le château a une histoire, il y a un architecte, il y a des artistes, il y a des œuvres d'art, parce qu'en France, on a quand même des bâtiments absolument superbes, un patrimoine historique comme nulle part pratiquement dans le monde, et c'est vrai qu'il faut le montrer. Pourtant, Aymar doit impérativement faire entrer de l'argent dans les caisses du château. Or, pour accueillir mariages et réceptions, il doit au préalable obtenir le feu vert de la commission de sécurité. Quelques semaines plus tard, justement, c'est le grand jour. La commission dirigée par le colonel Spinozzi est venue s'assurer que le site peut accueillir du public sans danger. Une étape indispensable pour la sauvegarde du château. Quand il y aura du public, il y aura le gardien ici? Ah oui, toujours. Oui, tout le temps. Moi, il fait partie de la prestation. Première étape, s'assurer que le domaine dispose d'un accès facile à une réserve d'eau en cas d'incendie. Ils sont déjà passés ici, les pompiers. Regardez ici. Vous avez quand même une largeur importante et une profondeur qui est quand même relativement bonne. Aymar est stressé. Sans un avis favorable de la commission, la salle de réception ne sera pas assurée. Donc là, il n'y a pas de problème là. Voilà. Pas de problème ici, mais le colonel doit inspecter le moindre détail. Et dès les premières minutes à l'intérieur, il y a déjà des choses à reprendre. Enlever cette serrure et mettre un bouton molleté. Un bouton, oui. Mais c'est toujours ouvert? Ici, il faut un bouton molleté. Et je fais ça à toutes les portes?
Simplement de l'intérieur, hein, c'est juste un... Mais pour toutes les portes? Ouais, pour les portes qui donnent sur l'extérieur. Mais elles donnent toutes sur l'extérieur. Aymar s'inquiète. À ce rythme, l'addition pourrait être vite salée. Sortie de secours, escalier, comble, cuisine, installation électrique, la commission va tout vérifier. Dernière étape, l'indispensable alarme incendie. Allons-y. Finalement, après une bonne heure de cette minutieuse inspection, la commission rend enfin son verdict. Donc c'est un avis favorable que vous avez. Après 3 années de travaux dans lesquels il a investi toutes ses économies, Aymar peut enfin respirer. Si jamais demain il y a un souci, on sera quand même couvert. Parce que si on n'a pas cet aval de la commission de sécurité, si jamais il y a un souci, eh bien nous sommes les seuls responsables. Si Aymar vient de remporter une bataille importante, la guerre pour la préservation de son château est loin d'être finie. Alors j'ai à peu près 350 ou 400 fenêtres à faire. Vous allez voir que même pendant les vacances, notre sympathique comte doit encore se retrousser les manches. En région nantaise, Aurélie et Linda se rendent à l'entreprise de transport routier qui appartenait à leur père. Depuis que leur demi-frère et leur demi-sœur les en ont écartés, c'est ici qu'ils l'ont installé. Pour Aurélie et Linda, sa simple vue est une véritable souffrance. C'est vrai que cette entreprise, en tout cas, elle revenait à nous 4 et pas juste à 2 personnes, quoi. Ça, c'est clair. Et si on doit se battre aussi aujourd'hui, c'est pour faire valoir nos droits par rapport à cette entreprise-là, parce que c'est tout ce qui nous reste de notre père aussi. Les 2 jeunes femmes n'arrivent toujours pas à comprendre cette trahison pour une entreprise estimée à seulement 24 000 €. Si elles restent dans la voiture aujourd'hui, c'est qu'elles ont trop peur d'être confrontées à leur demi-frère qui dirige désormais la société. Le fait d'être devant, ça met la piqûre de rappel de dire là, tu vois, t'es renié et cette entreprise, tu y mettras pas les pieds, quoi. Son travail, c'était sa vie. Et notre vie aussi, parce que tous les souvenirs qu'on a d'enfance, c'est dans les camions, c'est avec lui. Et on peut pas mettre une croix sur ça, c'est pas possible. Retour à la maison familiale. Pour retrouver leur légitimité et faire valoir leur droit à cet héritage, Aurélie et Linda se sont donc lancées dans une procédure devant le tribunal pour faire reconnaître leur filiation. Donc ça, c'est le dossier qu'on a constitué avec Aurélie. Donc dans ce dossier, il a fallu rassembler l'ensemble des pièces qui prouvent le lien qu'on a avec notre père. Ce dossier-là, c'est que des souvenirs de famille, des détails, mais ça peut paraître des détails, mais c'est vrai que pour nous, c'était hyper important, quoi. Ah, elle est marrante, celle-là. Ça, c'est pour mon anniversaire. Regarde, toi, t'es là. Ouais. Et après, on passe à des photos de famille, avec notre père dans le bain. Tout ça, c'est dans la maison, d'ailleurs, où on est. Voilà, notre grand-père paternel aussi. Réunir ces documents est une terrible épreuve pour les 2 sœurs. Plus éprouvant encore, recueillir le témoignage de proches de la famille est un véritable traumatisme. Et quand moi j'ai dû aller demander « Est-ce que vous voulez bien faire une attestation pour relater que j'étais bien tout le temps avec mon père, que mon père s'occupait bien de moi, que mon père est mon père ?» Mais j'ai ressenti une humiliation de devoir aller demander ça, quoi. C'est dur aussi de les lire parce que chacun rappelle les moments, les souvenirs qu'ils ont. Ouais, je crois que je les ai jamais lus, moi, tu vois. Ah bon? Ouais. Et là, je vois des mots et tout. Non, j'ai pas envie de les relire. Alors, on passe. Le 2 avril 2010, Aurélie et Linda sont attendues au tribunal pour déposer leur dossier. Les 2 sœurs sont à fleur de peau, leur mère les accompagne. Et tu te rappelles ce jour-là? Rappelle-toi, il pleuvait, c'était insupportable. On sort de la voiture avec le dossier et le dossier, tu l'avais mis à l'envers. Tu l'avais mis comme ça. Oui. Et toutes les photos sont tombées dans l'eau. Juste quand on venait présenter le dossier, tu te souviens? Oui. Et là, on s'est regardé, on s'est mis à pleurer, on s'est dit, ça y est, on a le mauvais œil, quoi, on s'en sortira jamais. Heureusement, le dossier a bien été déposé. Aujourd'hui, la procédure est toujours en cours. Pour honorer la mémoire de leur père, les 2 sœurs sont plus déterminées que jamais à se battre pour faire établir la justice. Les parents, ils transmettent même tout au long de leur vie un héritage aux enfants. Enfin, l'héritage, c'est pas simplement une maison, une société ou autre, c'est les valeurs, c'est le caractère, c'est les souvenirs. Enfin, on a hérité malgré tout de beaucoup de choses de notre père. Maintenant qu'il n'est plus là, on veut que ce qu'il a construit de son vivant, et il n'a pas construit qu'une maison ou qu'une entreprise, il a construit une famille, comme Aurélie disait. Faut juste pas l'oublier, en fait.
Aurélie et Linda sont donc suspendues à la décision d'un juge. Même positif, cet avis du tribunal sera-t-il suffisant pour leur permettre de se reconstruire après ces terribles épreuves? Mais en fait, j'aurais tellement aimé avoir une conversation, on est tous les quatre. Mais aujourd'hui, ce dialogue est-il encore possible? Bienvenue à l'île Maurice, ce petit paradis situé au large de l'Afrique. C'est finalement sur cette minuscule île de l'océan Indien que Sandy et Hervé ont retrouvé la trace de leur mystérieux héritier. À peine descendus de l'avion, nos deux généalogistes sont déjà en chemin pour le rencontrer. Et après 3/4 d'heure de route, ils arrivent enfin à destination dans la ville de Moka, en pleine montagne. On n'a pas de numéro exact, ni de nom de rue exact. On a un numéro de téléphone, donc on va l'appeler. Oui, monsieur Père Gauche. On est à Moka, devant la maison coloniale, le chemin de la maison coloniale. Eureka. D'accord, on vous attend, on bouge pas. À tout de suite. Et quelques instants plus tard, sur cette moto, c'est bien Nirod, l'héritier, qui arrive. Bonjour monsieur. Hervé, vous allez bien? C'est moi. C'est lui que vous avez au téléphone. Ah oui, on est content de vous rencontrer. On vient de France spécialement pour vous, donc... Voilà, on a fait le déplacement. Est-ce qu'on peut vous suivre pour aller chez vous? Oui. Il y a quelques mois, en acceptant ce dossier, Sandy et Hervé n'imaginaient pas se retrouver à plus de 9000 km de chez eux. C'est un peu l'aventure, mais c'est sympa. C'est le côté agréable du métier de généalogiste. Au bout de ce chemin en terre, c'est à l'arrière de cette modeste maison que vit Nirod. Pour accueillir nos deux généalogistes, toute la famille s'est réunie, sa femme, ses filles et même sa mère. Vous savez pourquoi je suis venu vous rencontrer, monsieur. Donc je vais vous parler de cette succession qui concerne votre père adoptif, monsieur Klaus. Dans un testament, il fait de vous son unique héritier. Donc voilà, est-ce que vous étiez en relation avec lui depuis... Oui. De temps en temps, vous l'aviez au téléphone, vous lui écriviez? On m'avait adopté, oui, pour que je puisse aller habiter en France. D'accord. Mais il avait déjà 60 ans. Oui. Le défunt aurait vécu plus de 10 ans avec la tante de Nirod. C'est pour aider la famille qu'il l'aurait adopté, mais il n'a jamais réussi à le faire venir en France. Malgré cela, Nirod et son père adoptif sont restés très proches. Il lui rendait souvent visite sur l'île et lui envoyait même régulièrement un peu d'argent. On voulait savoir si monsieur Joseph avait eu des enfants. Il était célibataire, mais est-ce qu'il aurait eu des enfants naturels d'après vous? Ça vous dit rien? Pas à votre connaissance, d'accord. Parce qu'on était en contact avec lui. Oui. Oui, mais jamais il nous a parlé d'enfants. Nirod pourrait donc bien être l'unique héritier. Mais est-ce qu'il avait aussi des déplacements en Espagne? Parce qu'il aurait normalement peut-être une villa à Malaga. Ça vous dit quelque chose? Ou des voisins qui nous ont parlé d'un hôtel. Est-ce que ça vous parle? Sur l'Espagne, Nirod ne semble rien savoir. En revanche, concernant l'appartement parisien, il a dans sa chambre un document qui va se révéler précieux, une copie de l'acte de vente. Et à sa lecture, surprise. Dans l'acte de vente, il avait l'air de posséder un bâtiment, un immeuble entier, parce qu'on parle de bâtiment en fait, on ne parle même pas d'appartement. Non, je ne suis pas au courant. Et ça c'est fait, je vois. Mais il devait être propriétaire peut-être de l'immeuble et... Oui, peut-être à l'époque. Peut-être il avait été important, il a... À l'époque, oui. L'acte datant de 1968, certains appartements pourraient avoir été vendus depuis. Malgré tout, l'héritage pourrait se révéler bien plus important que prévu. Des vérifications sur l'état du patrimoine du défunt sont donc plus que jamais nécessaires. Je pense que c'était quelqu'un qui avait un patrimoine assez conséquent. Conformément à ses dernières volontés, ce patrimoine, quel qu'il soit, reviendra intégralement à Nirod. Voilà le testament, je vous laisse le lire. Il est de la main de monsieur. Son écriture, oui. Visiblement sous le choc, il ne s'attendait pas à un tel geste. J'ai rien fait pour lui. Non. Si j'étais là-bas, j'ai occupé de... Hein, ça oui. Je suis resté ici, ma maman. Vous comprenez? Je comprends. Je suis pas mieux. Oui. Et je n'attendais pas à ça. Ouais, c'est vraiment une surprise. Moi, j'ai jamais voulu de l'argent et c'est... Non. Ça arrivait comme ça. Photos en main, les souvenirs lui reviennent alors en mémoire. Ce père si bon et généreux avec lui
Le voici. Mais au-delà de ces clichés d'instants heureux passés en sa compagnie, cet homme cache un lourd secret. Mon père travaillait dans l'espionnage de la France. Ah bon? Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il a eu ces papiers, tous les documents nécessaires pour qu'il habite en France. Il a fait beaucoup pour la France, c'est pour ça qu'il a mérité ça. D'origine allemande, le défunt aurait donc été un agent des services secrets français. Sandy et Hervé comprennent mieux alors les difficultés rencontrées pendant l'enquête pour en apprendre plus sur cet homme. Mon père il avait une cicatrice ici. D'accord. C'est là. Oui. Il vous avait expliqué comment il l'avait fait? Avec une balle? Oui. Un coup de feu? Coup de feu, wow. Oui. D'accord. Il mettait toujours un bonnet là. Oui. Est-ce qu'il avait plus de cheveux là? Oui, il y avait perruque. Il travaillait en tant qu'espion à la demande du gouvernement? D'accord. Après cette découverte inattendue, Hervé explique à Nirod la législation française en matière de succession. Adopté en adoption simple, l'État prélèvera 60% de son héritage. C'est la loi. Bon, alors là, vous avez un exemplaire du contrat qu'il faudra nous retourner. Vous gardez une copie pour vous. Vous avez ici le barème qui correspond aux honoraires que l'étude va prendre pour le travail qu'elle a effectué pour vous retrouver. Pour ce travail et le règlement de la succession à venir, l'étude demande un quart de l'héritage après le prélèvement de l'État français. Pour Nirod, encore sous l'émotion de cette journée pleine de surprises, tout va trop vite. Pour ça, je réfléchis. D'accord, vous allez réfléchir? Très bien. Écoutez, je comprends. Je vous laisse tous ces deux documents. Et puis, on se revoit quand vous aurez pris votre décision. Nirod va-t-il accepter de signer les documents que lui présente Hervé? Sandy en apprendra-t-elle un peu plus sur le patrimoine du défunt? Mais après, quoi? Ça va être un peu la surprise. Parce qu'il y a un appartement, plusieurs appartements, un immeuble entier, la villa à Malaga. Nos deux généalogistes auront-ils fait le déplacement jusqu'à l'île Maurice pour rien? Ou pourront-ils enfin espérer régler cette succession? À Dunkerque, Yannick a un rendez-vous important. Pour tenter de débloquer la succession, elle a décidé de consulter un autre notaire. Ensemble, ils ont demandé à l'administration des renseignements sur les biens immobiliers qui ont appartenu au père de Yannick. Ils viennent d'obtenir la réponse. Les recherches que nous avons effectuées de notre côté auprès de la conservation des hypothèques nous apprennent effectivement qu'il a été propriétaire sur Narbonne. De son vivant, son père y aurait possédé 2 biens immobiliers. Non mentionnés dans son testament, l'un a vraisemblablement été vendu avant sa mort. Concernant l'appartement qui aurait disparu, Yannick n'en apprendra pas plus aujourd'hui. On voit que ces appartements ne figurent plus dans son patrimoine, mais on n'a pas la mention, le résumé de la vente de ces appartements. Mais on va l'avoir. La donation. Voilà, on va l'avoir. On a donc demandé un nouvel état à la conservation des hypothèques et on aura exactement la date et le nom de l'acquéreur qui l'a reçu. Mais pour obtenir ces nouvelles informations, Yannick doit encore patienter plusieurs mois. Or, il y a urgence. Souvenez-vous, elle est aussi menacée par la mairie d'un avis d'expropriation de sa maison. Voilà, donc il faut la vendre dans les plus brefs délais. Dernièrement, la mairie aurait accepté de lever cet avis si Yannick trouvait un acheteur. Et justement, elle aurait une piste. Aujourd'hui, j'ai un acheteur. Et j'ai un arrêté de péril aussi. Donc maintenant, comment on fait pour débloquer l'affaire et qu'est-ce que ça va être la marche à suivre à partir de maintenant? On peut établir dans un premier temps un compromis de vente sous conditions suspensives et notamment l'accord de votre sœur. Trouver un accord, c'est tout le problème. Cela fait 12 ans que le notaire en charge de la succession, la belle-mère et la demi-sœur de Yannick, refusent de répondre à ces questions. Impossible donc de parvenir à la moindre entente, une attitude incompréhensible pour Maître Bouin. Le notaire a été informé, donc il ne peut pas ignorer ses actes. Il engage sa responsabilité s'il les ignore, puisqu'il y a des traces. On parle de biens qui ont existé dans le testament qu'on produit. On a l'impression qu'il y a des héritiers qui freinent des deux fers, là. Et si la succession ne se règle pas très vite, Yannick devra envisager une solution plus radicale. Alors, il est évident que si ça ne peut pas se faire à l'amiable avec ce notaire, malheureusement, on va devoir vous orienter vers la justice. C'est vrai que j'essaie d'éviter au maximum parce que, je sais pas, enfin bon, c'est compliqué et c'est quand même ma demi-sœur. À la sortie du notaire, Yannick est visiblement miné. Elle, qui pensait enfin obtenir des réponses à ses questions, repart avec les mêmes doutes et les mêmes soupçons.
On dirait en effet que le notaire en charge de la succession ne fait pas son travail parce qu'il a un certain intérêt à le faire ou à ne pas le faire, enfin justement. Et comme ce sont toujours les mêmes réponses et c'est systématique et il n'y a rien qui avance, automatiquement c'est une volonté, c'est pas un hasard. Enfin, c'est ce que je crois. Une nouvelle déception pour Yannick qui repart plus abattu que jamais. Mais quelques semaines plus tard, c'est dans le sud de la France que nous retrouvons une Yannick remotivée en route pour Narbonne-Plage. Malgré ses 68 ans, c'est à 1000 km de Dunkerque qu'elle a décidé de mener elle-même sa petite enquête. Je me suis dit qu'il fallait absolument aller sur place pour essayer de recueillir des informations plus précises et plus complètes, puisqu'on a du mal à en obtenir autrement. Donc je veux aller voir l'appartement à Narbonne, interroger les voisins, voir si c'est loué, par qui, essayer de savoir qui est le propriétaire, quand est-ce que ça a été vendu, enfin des tas de choses comme ça. Des questions qui hantent Yannick depuis trop longtemps. Les balcons de la Méditerranée, c'est le nom de la résidence dans laquelle se trouverait l'appartement. Il ne reste plus qu'à le trouver. Narbonne-Plage, front de mer, ça devrait être par là. Front de mer, au centre-ville. Visiblement, Yannick n'est pas encore au bout de ses peines. On est au bout ici. Route barrée. Bon, bah c'est pas gagné. L'excitation retombée, Yannick parcourt les rues de la ville sans relâche et sans succès depuis une demi-heure, quand ses efforts vont enfin être récompensés. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit là-bas. Bon bah, c'est carré. Bon, je vais voir le plan. C4, c'est là. Le bâtiment C4 est celui où se trouverait l'appartement 392 qui aurait appartenu à son père. Mais étrangement, impossible de le localiser pour l'instant. C'est où ça, 396. À 1000 km de chez elle, Yannick va-t-elle enfin retrouver cet appartement dont la mystérieuse disparition bloque la succession depuis 12 ans? Excusez-moi, vous savez où c'est le 392? Bah là, il y a 393. Il y a 80. Obtiendra-t-elle les réponses qu'elle est venue chercher ou repartira-t-elle de Narbonne avec les mêmes questions? L'enquête continue. Au château de Pupetière, la saison de l'ouverture au public vient de s'achever. Pour Aymar, c'est donc les vacances? Enfin, presque. 350 ou 400 fenêtres à faire. C'est important parce que ces fenêtres sont des fenêtres bien sûr sur mesure. Et si elles ne sont pas peintes, eh bien, elles vont vite s'abîmer. En réalité, Aymar n'a pas d'autre choix que de mettre la main à la pâte, car l'entretien de ses fenêtres par un professionnel lui coûterait trop cher. Or, les travaux réalisés au château ont déjà englouti toutes ses économies. C'est bon, on va aller déjeuner, et puis on prendra ça cet après-midi. Ça sera le temps de sécher. Aujourd'hui, la femme et les enfants d'Aymar sont au domaine. C'est donc réuni que la petite famille va déjeuner ce midi. Et là, on va le couper. Je vais le couper peut-être, non? Au menu, rôti de bœuf et bonne humeur. Pour Aymar et Isabelle, ces instants passés ensemble au château familial sont primordiaux. C'est important, effectivement, de se retrouver en famille. C'est un des bons moments partagés. On se bat aussi pour ça, oui. Puis pour que les générations futures apprécient le site. Les repas de famille, ici, c'est vraiment le ciment de la famille. Le ciment. Décidément, chez les deux Virieux, les travaux sont dans toutes les têtes. Sauf peut-être dans celle d'Éléonore, leur fille, et celle d'Aymon, leur fils, encore sous la douche. Aymar ne peut s'empêcher de montrer les derniers travaux réalisés à Serena, une amie. Mais même ici, t'as vu, ça a changé aussi, on a repeint tout. Ouais. Allez, hop, on y va. C'est moi qui porte. Comme à son habitude, c'est donc Aymar qui porte, Aymar qui met la table, Aymar qui fait un peu tout. Pas du tout, je ne fais rien, C'est le week-end aujourd'hui. Quelques instants plus tard, Aymon, le fils d'Aymar, apparaît enfin. Alors Aymon, ça va? Tu es tombé du lit? Et c'est à la santé de cette joyeuse assemblée que les deux Virieux trinquent aujourd'hui. Alors, tchin-tchin. Tchin-tchin, alors là, c'est la quoi? Les enfants d'Aymar ne viennent que 2 semaines par an au domaine. S'ils n'aident que très rarement leur père pour l'entretien du château, ils commencent tout de même à prendre conscience de sa valeur. Ça fait 1000 ans que les Virieux s'acharnent à entretenir cela, etc. Donc il n'y a que notre marque et personne... Tu es une marque, toi? Comment? Tu es une marque? Non, mais personne a mis son... Personne n'a apporté son grain de sel autre que les Virieux, quoi.
Moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui refuseraient l'éviter. Ici, on est quand même bien, non? Oui, mais entre habiter et entretenir, il y a quand même des kilomètres de différence. Isabelle en sait quelque chose. Depuis qu'Aymar a hérité du domaine, le couple n'a plus une minute à lui. Je pense que là, on a lancé une activité qui demande beaucoup de temps. On a engagé beaucoup de moyens financiers, donc on ne peut pas faire couler la barque. Donc pendant encore 1 an ou 2, notre présence est indispensable. Plus qu'une présence, c'est d'une attention constante dont a besoin le château. Aymar s'y investit sans compter, car il sait pertinemment que c'est à ce prix seulement que ce petit bout de l'histoire de France sera préservé. C'est une maison qui, au départ, date du XIIIe siècle, qui a été brûlée à la Révolution, qui a été reconstruite. Donc vraiment, il y a une volonté, puisque ce sont nos racines qui sont ici, quoi. Ça fait plus de 1000 ans que nous sommes dans cette vallée de la Bourbe. Donc il y a une histoire qui nous est propre. On fait partie des murs, on fait partie de cette forêt, voilà, quoi. On est ici, ce sont nos terres. Désormais, c'est donc sur l'organisation de mariage qu'Aymar compte pour préserver ce précieux héritage familial. Une activité qui, vous allez le voir, ne sera pas de tout repos. Vous mettez là, comme ça, ok? Ouais. Merci, monsieur. Mais non, comme ça, hein, comme ça. Vous montez, vous allez sur la gauche et vous descendez comme messieurs, là. Bien qu'il ne ménage pas ses efforts, monsieur le comte réussira-t-il à remporter le pari risqué qu'il s'est fixé? En région nantaise, nous retrouvons Aurélie accompagnée de Noah, sa fille de 6 ans. C'est dans cette maison qu'elles vont s'installer dans 2 mois. Encore en chantier, elles font le tour du propriétaire avec Linda. Alors voilà, tu vois, les travaux ont bien avancé. Là, il y aura la cuisine qui sera là. 4 ans après le décès de leur père, cette maison a une importance toute particulière pour Aurélie. C'est le point de départ d'une nouvelle vie. D'une nouvelle vie avec mon compagnon, avec ma fille. Et d'une nouvelle vie aussi personnelle, parce que tout arrive en même temps et j'ai l'impression que je tourne la page avec tous ces conflits qu'on a eus en famille. Je tourne cette page et je reconstruis ici. Une situation que Linda envie, mais pour laquelle la jeune femme ne se sent absolument pas prête. Il faut d'abord que je tourne la page pour après être forte et construire une famille. Là, aujourd'hui, je suis pas... Enfin, voilà, je trouve que c'est super, leur maison, enfin, de se tourner vers l'avenir. Après, moi, j'en suis pas rendue encore là. Car à Paris, c'est dans un petit studio à 2 pas du Panthéon que vit Linda. Assistante de direction chez un célèbre décorateur, hors de son travail, la jeune femme sort peu et s'enferme dans ses souvenirs. Alors ici, c'est mon petit coin de photo avec... En fait, j'ai mis une photo de famille où il y a mon père, ma mère et ma sœur Aurélie et moi. Ma mère et Aurélie ne l'aiment pas celle-ci parce qu'on fait des grimaces, mais moi je la trouve plutôt drôle justement. Seule, loin de sa mère et de sa sœur, Linda a le plus grand mal à se remettre de la mort de son père et à accepter l'éclatement de sa famille. Quand j'ai aménagé, ici j'avais mis tout plein de photos de famille justement avec nous 5, enfin les 5 enfants et les parents. Et puis en fait, j'ai réalisé que il fallait que je sorte un peu de mon monde de merveilleux et que ça servait à rien d'afficher quelque chose qui n'existe plus. En fait, pour aller bien depuis le décès de mon père, en fait, j'ai refusé de... Enfin, j'ai tout le temps refusé d'accepter sa mort. Du coup, pour moi, il est encore là. Et s'il est là, il y a aussi toute la famille qui va avec. Aujourd'hui encore, évoquer ce passé douloureux est un véritable calvaire pour la jeune femme. Les photos qu'elle a décrochées du mur, Linda ne les a pas rangées bien loin dans un album de famille où son demi-frère et sa demi-sœur trônent toujours en bonne place. Malgré leur trahison, elle ne peut se résoudre à effacer de sa mémoire ces souvenirs qui l'ont construit. Par exemple, c'est tout bête, mais sur mon téléphone portable, parfois, sur un coup de colère, j'ai envie d'effacer leur numéro. Mais en même temps, jamais je le fais. Et en même temps, je m'en sers pas vraiment, mais... Enfin, je m'en sers pas du tout. Mais par exemple, voilà, je peux pas... Ouais, je peux pas effacer même de mon téléphone leur numéro. Et ça signifie bien que je veux pas l'effacer de moi. Et sur mon téléphone, il y a encore le numéro de mon père et... Je peux pas. Un travail de deuil impossible pour Linda,
D'autant qu'à la perte de son père s'est ensuite ajoutée celle de son demi-frère et de sa demi-sœur. Pour moi, l'héritage, c'est tout le temps qu'on a passé avec notre père, en fait. C'est tout ce qu'il nous a transmis, et ça n'a rien à voir avec le financier. En fait, ce serait dingue qu'ils coupent les liens pour 10 000 €. Enfin, même si 10 000 €, c'est une somme, ça veut dire qu'on préfère garder de l'argent plutôt que d'avoir des sœurs. Ça, c'est inconcevable. Linda ne comprend pas et le silence pesant de ses aînés la ronge à petit feu. Mais en fait, j'aurais tellement aimé avoir une conversation où on est tous les quatre. Mais ça, c'est peut-être aussi un peu trop idéalisé, mais où ils nous expliquent pourquoi ils font ça. Peut-être que ça m'aurait aidé à comprendre, à accepter, ou à être très en colère et à les détester. Avant de se lancer dans une procédure en justice, elle souhaiterait donc rompre ce silence qui l'empêche de se reconstruire. De retour en Bretagne, elle veut convaincre sa sœur de renouer le contact avec leur demi-frère et leur demi-sœur. Mais pour Aurélie, qui a aujourd'hui recréé un semblant d'équilibre dans sa vie, la question est délicate. Depuis tout ça, on n'en a pas parlé énormément. On en a parlé quand on était convoqué chez l'avocat, quand on était obligé de faire des démarches, et donc on était obligé d'en parler, sinon on n'en parle pas beaucoup. Oui, en même temps, tu veux pas en parler et tu veux pas leur parler. Parce que moi, je suis incapable de le faire. Oui, mais du coup, on ne sait pas du tout ce qu'ils pensent. On sait pas ce qu'ils pensent, mais en même temps, il n'y a aucun dialogue. Donc c'est vrai que c'est... Je peux pas, c'est complètement au-delà de mes forces. Je peux pas faire ça. Si demain tu me dis, écoute, je veux les appeler pour essayer d'avoir une discussion avec eux et je veux faire la démarche de les appeler et je te demande si tu veux le faire, moi je te dirais tout de suite que non, je peux pas, je me sens pas capable, je vais entendre leur voix, je vais raccrocher. Et moi j'ai l'impression que tant que ça ne sera pas réglé, moi j'aurai pas de futur. Mais qu'est-ce que tu veux leur dire? On va aller en procédure et peut-être que ça se trouve, un coup de fil va faire que ça change la situation. Peut-être. Ou peut-être qu'ils vont nous dire non. Et au moins, on n'aura pas de regrets. Pour le bien-être de Linda, Aurélie va-t-elle accepter de reprendre contact avec leurs aînés? On appelle? Tu veux appeler? J'ai envie. Quant à leur filiation, les deux sœurs vont-elles enfin être reconnues par le tribunal comme les filles de leur père? À l'île Maurice, dans l'océan Indien, le lendemain de leur rencontre avec Nirod, nous retrouvons Hervé et Sandy à la sortie de leur hôtel. L'héritier nous a appelés ce matin, donc on va aller le retrouver dès aujourd'hui. Après une enquête fastidieuse qui les a menés jusqu'à cette petite île au large de l'Afrique, Nirod va-t-il enfin accepter de signer le contrat ou nos deux généalogistes auront-ils fait le déplacement pour rien? Retour dans la ville de Moka où Hervé et Sandy arrivent à son domicile. Bonjour. À peine installé, Nirod ne tarde pas à faire connaître sa décision. Je vais signer le contrat. D'accord. Ouais. Très bien. Donc on va vous faire signer 2 documents, la procuration et le contrat. Grâce à cette procuration, Sandy peut enfin entreprendre les démarches nécessaires au règlement de la succession et lancer, avec le notaire, une recherche plus approfondie sur l'état actuel du patrimoine du défunt. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Et nous, on rentre avec ça en France. Si pour le moment, Sandy n'a aucune certitude sur les biens qui composent l'héritage, elle est convaincue d'avoir rapidement de bonnes nouvelles à communiquer à Nirod. Mais après, quoi? Ça va être un peu la surprise. Parce qu'il y a un appartement, plusieurs appartements, un immeuble entier, la villa à Malaga, peut-être on sait peut-être d'autres choses à l'étranger. Quelques mois avant de pouvoir... Ça va prendre quelques mois. Dès que je serai sûre de l'actif exact, c'est là que je vous contacterai. Et s'il y a des biens immobiliers, il faudra que je demande l'accord de monsieur pour pouvoir vendre. Donc là-bas, nous, on s'occupe de tout en fait. D'ici quelques temps, Nirod pourrait devenir un riche héritier. Avec un salaire avoisinant les 400 €, les dernières volontés de son père adoptif pourraient profondément changer la vie de ce modeste fonctionnaire de police. On a du mal à croire. Comme je dirais, c'est pas réel. Même maintenant aussi, comme je dirais, mon mari me dit, mais même s'il n'y a rien ici, ça ne fait rien. Comme je dirais, c'est bonne foi. Oui, c'est très difficile à croire. C'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est pas. Il n'y a pas de goût. Profondément ému, ce n'est pas à l'héritage que pense Nirod, mais à son père adoptif et ce dernier geste à son attention. C'est un père formidable.
Je sais pas. Il n'y a pas des gens comme ça encore. Ouais, il n'y a pas des gens comme ça. Je le remercie maintenant. Je ne vais pas le remercier. Enfin, je vais prier pour lui. Hein? Je vais prier pour lui qu'il est... Où est-ce qu'il est? Il va bien. Je sais pas où bien c'est là. Ouais. C'est une belle histoire. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Oui, on n'a pas des... On était un peu choqués. On n'attendait pas ça. Oui, oui. Ouais. Une belle histoire et une enquête extraordinaire pour Sandy et Hervé. Avant de les laisser repartir, Nirod les invite à monter sur le toit. La joyeuse assemblée trinque à la mémoire de l'homme qui les a réunis aujourd'hui, ce père adoptif si généreux pour les uns, si énigmatique pour les autres. Merci en tout cas. Pour nos deux généalogistes, le travail est loin d'être fini. Dès leur retour en France, il leur faudra déterminer précisément le patrimoine du défunt avant de pouvoir remettre à Nirod l'héritage qui lui revient et ainsi clore cette succession. Quelle qu'en soit sa composition, pour Nirod et les siens, cette rencontre avec Hervé et Sandy restera à coup sûr un moment inoubliable. À Narbonne-Plage, à la résidence des Balcons de la Méditerranée, le mystère reste entier. Yannick a bien repéré le bâtiment dans lequel se trouverait l'appartement. Malheureusement, même sur les boîtes aux lettres, le numéro 392 reste introuvable. Excusez-moi, vous savez où c'est le 392? Voilà, il y a 393. Oh, Yannick est toute proche, mais si elle ne trouve pas l'appartement, c'est qu'en réalité son numéro n'existe pas. S'approcher du lieu où a vécu son père jusqu'à sa mort est extrêmement troublant pour Yannick. Dans la confusion, elle a confondu le 392 et le 398. Ah bah 80... Ah bah c'est là. C'est là. À ce moment-là, c'est là. Yannick vient enfin de repérer le bon appartement. Malheureusement, il serait inoccupé. Il n'est pas loué. Ah, il n'est pas loué. Oh, merci beaucoup. Mais Yannick n'a pas traversé la France pour s'arrêter si près du but. Elle tente donc sa chance chez la voisine et elle va avoir du flair. Oui. Bonjour madame, excusez-moi. Je cherche quelqu'un au 398. Ils sont partis hier. Un véritable coup de massue pour Yannick. À 24 heures près, elle a donc raté les occupants de l'appartement. Heureusement, la voisine est bavarde. Donc c'est des gens qui sont propriétaires de cette maison, c'est pas loué. C'est pas loué, oui. Voilà. Et vous connaissez leur nom et son... Oui, c'est monsieur et madame Sifoz. Parce que ça fait longtemps que vous habitez ici? Oui. Parce que, oui. Depuis 88. Ah ouais. Donc vous et avez... eux, ils ont acheté il y a une dizaine d'années. D'accord. Une dizaine d'années, alors à monsieur... Oui. Voilà. Il est mort en 98, donc... oui. Et ils ont vendu aussitôt après, alors? Ils ont vendu, oui. Enfin, il y avait une veuve encore, et puis elle est partie en Belgique, et puis ils ont vendu. Merci, au revoir. Comme elle le suspectait, sa belle-mère aurait bien vendu l'appartement après le décès de son père. À la sortie de l'immeuble, Yannick est sonné par ce qu'elle vient d'apprendre. Bon. Bah, en effet, c'est QFD, quoi. C'était vendu en 98. Après son décès, là, elle vient de le dire, hein, elle le sait. Donc ça c'est clair. Soudain, devant l'appartement côté jardin, Yannick se rend compte que quelque chose cloche toujours. D'après le testament, c'est la demi-sœur de Yannick qui devait hériter de cet appartement. Comment alors sa belle-mère peut-elle l'avoir vendu? Pour essayer de comprendre, c'est au culot que Yannick se rend au syndic de l'immeuble. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Bonjour madame, ce serait pour avoir l'adresse de monsieur... Autorisé à donner les coordonnées des copropriétaires comme ça. Ce que je peux faire, moi, à la limite, c'est appeler monsieur et lui demander si je peux vous donner ses coordonnées. Oui, monsieur, je vous appelle parce que j'ai à l'agence madame qui m'a demandé vos coordonnées. Alors, je voulais votre autorisation. Oui, hein? D'accord. Et voilà. Merci. À peine ressortie du syndic, elle va donc contacter les nouveaux propriétaires. Prévenue de l'appel, c'est acte de vente en main qui lui répondent. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais vous demander à quelle date c'était exactement. Je sais que c'est en 98. Alors attendez, je vais regarder. La vente, elle a été passée le 26 et 29 septembre. Sur la vente, c'est marqué Madame Veuve Julia. La voisine disait donc vrai. Ce serait bien la belle-mère de Yannick qui aurait vendu l'appartement. Reste encore la question de la demi-sœur. C'est Catherine qui aurait dû vendre normalement.
Parce que je crois qu'après, d'après ce que moi j'avais compris, Oui. elles devaient partager toutes les deux. Et le prix à cette époque-là, c'était... Alors le prix, c'était 150 000 francs. Ah oui, c'était des francs. C'était des francs à l'époque, ah oui, d'accord. Yannick est bouleversée. En venant à Narbonne-Plage, elle n'imaginait pas en apprendre autant. Mon père est décédé le 16 janvier 98 et la vente a été faite le 26 et 29 septembre. Bref, l'appartement a été vendu en dehors du testament, pas selon le testament déjà, et qui était prévu, et en dehors de ma connaissance. Donc, c'est une captation d'héritage, quoi. Yannick voyait donc juste. Sa demi-sœur et sa belle-mère, avec la complicité du notaire en charge de la succession, auraient donc maquillé cette vente en disparition. Ces personnes-là, quand même, risquent de se trouver un jour devant un tribunal pénal pour captation d'héritage. Là, c'est quand même clair. Après 12 années de doutes et de mensonges, grâce à son audace et à sa persévérance, en une journée, Yannick a finalement pu découvrir la vérité. C'est une journée qui va compter dans ma vie parce que c'est une journée assez exemplaire aussi sur les possibilités que l'on a à chercher des choses, à vouloir des choses, à vouloir savoir. Quand on est dans son droit, il faut aller de l'avant. Avec les éléments dont elle dispose, Yannick devrait désormais pouvoir récupérer la maison que souhaitait lui léguer son père. Le combat mené ces dernières années n'aura donc pas été vain. À 68 ans, Yannick peut enfin espérer profiter de cette retraite, tant attendue et tant méritée. À Pupetière ce matin, c'est un grand jour. Aujourd'hui, le domaine accueille un mariage, un événement capital pour Aymar. C'est grâce à ce type de festivité qu'il espère financer l'entretien du château. Tout doit être impeccable pour 17 h, mais ça commence mal, car il vient de se mettre à pleuvoir. À peine installées, les jolies chaises en velours d'Aymar doivent déjà être mises à l'abri. Ils ont installé en pensant qu'il n'allait pas pleuvoir. Mais c'est vrai que ce sont des investissements, ces chaises, alors je fais quand même attention. Et des chaises comme ça, il faut savoir que c'est quand même un coût de 50 € pièce. Alors bon, c'est... l'air de rien, c'est quand même... très cher. Cette tâche terminée, Aymar doit encore remplir d'essence une cinquantaine de torches qui serviront à l'éclairage du site cette nuit. Habituellement, c'est le gardien, l'unique employé du château, qui s'occupe de ce genre de tâches. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la personne est en congé. Donc c'est effectivement moi qui m'occupe de cette affaire-là. Cette journée va être un véritable parcours du combattant pour Aymar, car il doit donc tout gérer seul. Mais avec ce mariage, ce sont 2 200 € qui vont rentrer dans les caisses du château. Un argument qui suffit à le motiver. Je m'implique parce que je pars du principe que je fais partie d'un maillon d'une chaîne. Et c'est très dur de rompre une chaîne, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont sacrifiées pour garder ce patrimoine. Donc l'idée, c'est effectivement d'essayer de garder cette propriété et de la transmettre aux générations futures. La génération future, la voilà. Aymon, le fils d'Aymar, ne fait que passer. Visiblement, l'entretien du château ne semble pas vraiment le préoccuper. Pour le moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que la relève n'est pas vraiment assurée. Ah ouais, très bien. T'es pas trop fatigué? Vous êtes demain pour le déjeuner? Vous venez demain pour le déjeuner alors? Ouais, ça marche. Ouais, c'est parfait. Livré à lui-même, Aymar ne ménage donc pas ses efforts. La vie de château aujourd'hui, pour lui, c'est surtout bottes aux pieds et brouette en main qui l'amène. Ah ouais, c'est ça la vie de château. Quelques instants plus tard, les mariés sont déjà là et les premiers invités arrivent. Ils arrivent alors, bonjour mon père. Ils arrivent? Monsieur, s'il vous plaît. Commence alors une autre mission pour Aymar, s'occuper du parking. Il faudrait que vous passiez par l'autre côté, parce que comme il a plu beaucoup hier soir. Une tâche qu'Aymar prend visiblement très au sérieux. Vous mettez là, comme ça. Ok? Ouais. Merci, monsieur. Mais non, non, comme ça, hein, comme ça. Vous montez, vous allez sur la gauche et vous descendez comme messieurs, là. Pour lui, pas question que les invités se garent n'importe comment. Il y a 300 personnes aujourd'hui, alors donc ils ont fait de la voiture. Hein. Ça fait à peu près 200 voitures. Le problème du parking réglé, il y a déjà une nouvelle tuile. Une énorme flaque d'eau vient d'être signalée à Aymar dans l'une des salles de réception. Ah oui, il y a de l'eau, hein. Il y a pas mal. À mon avis, il doit y avoir une fuite quelque part. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on est repassé sur toute la toiture. Donc, théoriquement, il ne devrait pas en avoir. Regarde si tout est bien. Donc voilà, il faut toujours faire une dernière vérification pour être sûr que tout fonctionne bien, quoi. Voilà, impeccable. Voilà, vous voyez, ça va sécher, on ne va plus rien voir du tout, ça va être impeccable.
En 5 minutes, c'est sec. À l'extérieur, tout est en ordre. Pour Aymar, l'accueil de ce mariage est donc un franc succès. Comme les invités semblent bien s'amuser, Aymar se prend à rêver. Il espère que dès demain, le bouche à oreille va fonctionner. Donc 300 personnes, c'est 300 personnes qui vont en parler à d'autres et qui vont dire « Ah bah tiens, je suis allé dans un lieu sympa, est-ce que tu connais ?» et qui ont peut-être donné envie à d'autres personnes de découvrir ce lieu. Surtout culturelle, mais aussi sportive et culinaire. Les exprimer en plusieurs langues. Pour les invités, c'est l'heure de passer à table. Alors que le soleil se couche sur Pupetière, Aymar doit encore allumer la 50aine de torches installées un peu partout sur le site. Après, si c'est ça, c'est très rapide. Ces torches, il aura passé une bonne partie de la journée à les préparer. Mais une fois allumées, lorsqu'elles illuminent les environs du château, Aymar est tout simplement heureux. Vous voyez, ça fait quand même joli. Vous voyez, maintenant la nuit va se coucher, d'ici un quart d'heure, il fait nuit, quoi. La magie du lieu. Une magie qui ne cesse d'envoûter la famille de Virieux depuis 800 ans maintenant. Dans le charme fou, c'est Brigitte. Pour Aymar, c'est donc la fin d'une journée bien remplie. Mais il le sait, pour lui, l'aventure ne fait que commencer. Des mariages comme celui-ci, il va falloir en organiser d'autres s'il veut assurer la préservation de ce château auquel il est tant attaché. Aujourd'hui, notre sympathique comte n'a qu'une certitude, il se battra de toutes ses forces pour ne pas être le de Virieux qui aura bradé ce fabuleux héritage familial. En région nantaise, Aurélie et Linda sont toujours en pleine discussion. Depuis 4 ans, elles n'ont jamais compris les motivations de leurs aînés à les renier et les écarter de l'héritage de leur père. Aujourd'hui, Linda semble résolue à obtenir des explications. On appelle? Tu veux appeler? J'ai envie. Je crois que la meilleure thérapie, c'est de l'avoir en face de moi. Enfin, de lui parler. Mais à la différence de sa petite sœur, Aurélie redoute toujours cette épreuve. Je ne sais pas si toi, tu as vraiment envie de te confronter à ça, fais-le. C'est vrai que pour moi, c'est difficile de... Je peux pas, quoi. Je me sens pas capable de l'appeler. Si toi, Oui, mais si tu l'entends, c'est pas grave. Si je l'entends, non, ça me... Tant pis, oui, je vais écouter ce qu'il a à dire, ça c'est sûr. Mais je peux pas de moi-même prendre la décision d'appeler. Tu veux le faire là? Faut pas trop, oui. Ok. Linda décide d'appeler. Cela fait 1 an maintenant qu'elle et son demi-frère ne se sont pas parlé. Je laisse un message ou pas? Oui, c'est Linda. Oui, j'ai bien vu. Bonjour. Bonjour, excuse-moi de te déranger. Ouais. Tu travailles? Oui, je travaille, oui. Ah, d'accord, ok. Écoute, je t'appelle par rapport à nos soucis. Ouais. Parce que du coup, ça me fait pas aller très bien depuis le décès de papa et j'ai l'impression que ma meilleure thérapie, c'est de te parler. Voilà, peut-être que ça t'embête. Moi, j'ai juste besoin de savoir, parce que moi, je pense toujours à vous et tu es toujours mon frère et enfin, voilà, je t'aime. Je voudrais juste savoir ce que toi, tu en penses. Mais oui, mais tu sais très bien que le problème qui règle depuis longtemps, Linda, c'est que les choses... le problème, ça a été, c'est la maison. Nous, on n'a rien su ce qui s'est passé, tu sais très bien. C'est à cause de la maison qu'il y a des soucis? Ah ben oui, attends, quand tu t'aperçois que ton père décède et que la maison, toi, t'as rien, hein? C'est juste à cause de ça. Ah ben c'est juste à cause de ça, c'est quand même important, non? Ça, je l'ai en travers, si tu veux. D'accord. Ouais. Mais donc, tu veux dire que c'est à cause, parce que la maison n'était pas dans l'héritage de papa, que vous nous aviez écartés? Ah non, c'est pas... C'est... Oui, un petit peu dans cette question-là. Après la séparation de leurs parents en 1998, la mère d'Aurélie et Linda a racheté la maison familiale à leur père. Ce serait donc cette vente qui justifierait l'attitude de leur demi-frère et de leur demi-sœur. Une explication un peu bancale avec laquelle lui-même ne semble pas très à l'aise. Tu trouves pas que c'est dommage qu'on gâche notre relation à cause de ça? Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est la moindre des choses quand c'est comme ça de réunir les enfants. Mais oui, mais comme tu dis, c'est papa et maman, c'est pas nous. Enfin, nous, on s'en fout de la maison. Pour Aurélie comme pour Linda, l'argument ne passe pas. La discussion s'arrête là. Ok. Oui, toi aussi, bisous. Mais moi, ça me fait du bien.
vois que c'est pas contre nous. Hein? Pas en parler. Il a pas été méchant. T'as entendu ce qu'il dit ou quoi? T'entends ce qu'il dit? T'entends comment il se justifie de ça? Oui, mais on voit que le souci, c'est pas nous. Ouais, le souci, c'est pas qu'il considère que papa nous a pas aimés ou... C'est encore pire. Mais non. Parce que du coup, ils sont conscients qu'on est frères et sœurs, ils sont conscients que papa a 4 enfants. Non, c'est encore pire. Ça veut dire que là, c'est juste parce qu'ils ont pas eu la maison. Ça veut dire qu'ils font un trait sur nous parce qu'ils ont pas eu une putain de maison. Depuis le décès de leur père, Aurélie et Linda se demandaient quelle responsabilité elles pouvaient avoir dans l'éclatement de la fratrie. Après ces longues années de silence et de souffrance, l'aveu même cruel a le mérite d'être clair. Je sais pas comment t'as fait pour te contenir. Non, mais je crois que ça va aller mieux. Maintenant, quelque part. Désormais, c'est donc sans regret que les deux sœurs vont se battre pour faire réouvrir la succession. Mais pour lancer cette procédure, elles ont d'abord besoin d'être officiellement reconnues comme les filles de leur père par la justice. Quelques jours plus tard, justement ce matin, Aurélie et Linda ont un rendez-vous important. Là, oui, je pense que c'est une des journées qu'on attend le plus depuis environ un an. Là. Ça va être la concrétisation vraiment de la bataille qu'on mène. Les deux jeunes femmes se rendent à l'hôtel de ville. Bonjour. Nous venons chercher un extrait d'acte de naissance. Le tribunal a délivré un avis favorable à leur demande et reconnu le lien de filiation qui lie Aurélie et Linda à leur père. Désormais, la mention figure sur leur acte de naissance. Là, c'est la copie intégrale, donc portant dessus donc la filiation paternelle et maternelle. D'accord. Plus qu'une satisfaction, tenir aujourd'hui ce papier entre leurs mains est un véritable soulagement pour les deux jeunes femmes. Cela fait 4 ans maintenant qu'Aurélie et Linda attendent cet instant. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup parlé, on a beaucoup pleuré. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été faites. D'avoir ce papier entre les mains, c'est une belle victoire, quoi. Même si on ne gagne pas la guerre, on gagne une belle victoire et c'est assez émouvant. Ouais. C'est juste un papier, mais enfin on est reconnus aux yeux de tous comme les filles de notre père, donc c'est important. Grâce à ce document, les deux jeunes femmes vont enfin pouvoir assigner leurs demi-frères et leurs demi-sœurs devant la justice et faire valoir leurs droits à l'héritage dont elles ont été écartées. Mais à leurs yeux, ce n'est pas le plus important. Désormais, plus personne ne pourra contester le lien si précieux qui les unit à leur père. Une reconnaissance qui devrait leur permettre, espèrent-elles, de se projeter plus sereinement dans l'avenir. Aurélie, Linda, Yannick, Aymar, Nirod, tous ont en commun d'avoir perdu un être cher et doivent désormais, au-delà de leur tristesse, affronter les conséquences de ce deuil. Plus que des biens matériels, c'est avant tout leur histoire que ces personnes ont laissée derrière elles. À travers leur combat, c'est surtout ce passé et cette mémoire que nos 4 témoins souhaitent honorer aujourd'hui. Et c'est précisément dans cet héritage moral qu'ils puisent leur force au quotidien.